Bien, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, ce que je disais à Michel Vampouille, c'est la 38e conférence. Je suis heureux de vous accueillir à cette 38e conférence. Et pour la 38e fois, on a des petits problèmes informatiques. Donc, c'est une journée informatique. Donc, pour cette 38e conférence, comme d'habitude, je dois d'abord remercier ceux qui nous aident à organiser ces conférences, et en particulier la Fondation partenariale pour l'université, qui nous finance ces conférences. Ensuite, je veux remercier évidemment la faculté des Sciences de Limoges qui nous accueille dans cet amphithéâtre, qui est tout à fait adéquat pour ce genre de présentation. Et enfin, l'Institut de recherche en mathématiques qui nous aide à assurer notre publicité en imprimant nos affiches. Voilà pour le remerciement. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Serge Brunier. Alors Serge Brunier, beaucoup d'entre vous le connaissent, il est journaliste, scientifique, reporter, photographe. Il collabore avec la revue Sciences et Avenir pour faire des articles de vulgarisation scientifique. Sciences et Vie, pardon. Sciences et Vie, bien sûr. Donc il travaille, il collabore avec la revue Sciences et Vie. Ils viennent d'ailleurs d'être primés, un de ses articles vient d'être primé, il vient de recevoir le prix Robert Val de l'Université de Compiègne, un prix très prestigieux, on va le dire. Voilà. Un prix prestigieux. Et surtout, pour le grand public, Serge Brunier est très connu pour la série qui est passée sur Arte, Entre Terre et Ciel, une très très belle balade dans les grands observatoires d'astronomie du monde. Alors Serge est venu, il va vous en parler, il se trouve que Serge est le parrain d'un très beau projet que nous sommes en train de mener. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Mais... Bonsoir, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Alors je vais vous proposer ce soir une trajectoire un peu personnelle, hein, j'avoue, dans le domaine de l'astrophotographie, en me focalisant sur ce qui est pour moi la plus belle discipline de la photographie astronomique, c'est la photographie du ciel profond. Alors pourquoi le ciel profond? Parce que de mon point de vue, la Lune, les planètes du système solaire ne font pratiquement plus partie du domaine astronomique. Le système solaire a pratiquement été entièrement conquis, exploré par les robots. Les planètes, on peut les observer avec des télescopes, les regarder à l'oculaire. Finalement, les photographier ou les observer, c'est un peu la même chose. On obtient des très très belles photos de la Lune, on pourra en parler si vous avez besoin après l'exposé de conseils là-dessus. Mais en tout cas, la photographie des planètes, de mon point de vue, n'a pas la magie qui est celle de la photographie du ciel profond, parce que la photographie du ciel profond amène à voir l'invisible. Et à un point qui, personnellement, me fascine dans la mesure où ça me semble absolument magique. J'ai beau savoir à peu près comment ça marche, j'ai vraiment l'impression, vous allez le voir sur certaines images, que faire de l'astrophotographie du ciel profond, c'est faire de la magie. Donc c'est cette petite trajectoire, un peu limousine d'ailleurs, mais pas seulement dans l'univers que je vous propose. Essayez de vous convaincre qu'on peut faire de l'astronomie en général et de l'astrophotographie à Limoges, même en pleine ville, je vous le prouverai tout à l'heure. Évidemment, encore mieux, notre futur observatoire Obslim qui sera dans un site préservé, beaucoup plus préservé, ou n'importe où dans notre région limousine. Ou ailleurs dans le monde. Alors, pour comprendre les enjeux de l'astrophotographie, il faut en comprendre la genèse. Alors, la première photo du ciel profond, c'est celle de la nébuleuse d'Orion, hein, pratiquement l'astre le plus lumineux, à la fois des plus lointains, visibles à l'œil nu, et des plus lumineux. Moi, je l'observe depuis mon balcon en plein Paris, donc c'est vraiment un astre très lumineux. Et cette nébuleuse d'Orion, elle a été photographiée en 1880, ça fait à peu près un siècle et demi. Donc, ça marque les débuts de la photographie astronomique des nébuleuses, des étoiles, des galaxies. Et ceci avec un très gros instrument, même pour notre époque, puisqu'il s'agissait d'une lunette de 28 cm de diamètre, donc c'est absolument énorme. Et donc M. Henri Draper, qui avait cette lunette chez lui,
avait aussi les moyens financiers à la mesure de la lunette, on va dire. Et ce qui est intéressant dans cette première photographie du ciel profond, moi ce qui me fascine dans cette image, c'est surtout qu'elle montre cet objet moins bien que ce qu'on peut l'observer au télescope. Donc les premières photographies, mais ce serait vrai aussi pour le système solaire, mais encore une fois je me consacrais au ciel profond, les premières photographies d'étoiles, de nébuleuses, de galaxies étaient moins bonnes que ce qu'on pouvait observer à l'œil nu. Et ça, c'est évidemment ce qui rend fascinant ces premiers essais, parce que faire une image comme ça, à l'époque, ça devait être extrêmement difficile. Et bien malgré ça, nos astronomes, il y a un siècle et demi, essayaient. Alors les années passent très très vite, et le progrès vient très très vite. Et c'est un Anglais, Andrew Common, qui fait cette photographie, j'ai envie de dire presque contemporaine. Je suis sûr qu'il y a dans l'assistance des personnes qui ont fait une photo d'Orion qui serait à peu près de cette qualité, au moins quand ils ont débuté. Et moi, je la trouve. Enfin, il y a une trentaine d'années, j'ai fait à peu près la même et j'en étais très très fier, enchanté. 1883, mais là, le télescope est énorme, c'est un des plus grands télescopes de l'époque. Je crois même qu'à l'époque, c'est le plus grand télescope à miroir de la planète en état de fonctionnement. Un télescope de 91 cm de diamètre. Et là, pour la première fois, avec ce télescope, les astronomes voient plus que ce que l'œil permet d'observer. Ils enregistrent, donc ils ont la potentialité, même si ça ne marche pas, ils ont la potentialité, par exemple, d'étudier si ces objets bougent. Après tout, est-ce que les nébuleuses sont fixes dans le ciel? Est-ce qu'elles se déplacent? Est-ce qu'elles s'évoluent en fonction de leur distance, bougent? On ne le savait pas. Ces premières photographies permettent aux astronomes au moins de se poser la question. Alors évidemment, on a fait des progrès. J'ai fait cette image avec un télescope de même taille, un télescope d'1 mètre de diamètre, donc pratiquement la même taille, avec évidemment un capteur électronique, un appareil photo. Donc on voit tout de suite le progrès, et c'est surtout que maintenant c'est en couleur. Donc c'est plus joli. Alors à quoi ça sert de faire de la photographie astronomique? Quand on observera les étoiles à Aube Slim, on pourra faire des photos, comme celle-ci par exemple, juste pour la beauté du geste. Juste pour se dire, j'ai envie de faire une belle photo de la nébuleuse d'Orion, avec mon matériel, avec mon appareil photo, la traiter moi-même, essayer de faire sortir des volutes de gaz. Ou, au contraire, je veux faire cette image dans un but scientifique pour essayer d'aider la science d'une manière ou d'une autre. En un siècle et demi, tous les champs de l'astronomie, évidemment, ont profité des progrès de la photographie astronomique. Et je ne vais pas, évidemment, vous passer la soirée à vous montrer les images que vous connaissez tous, des télescopes géants, du télescope spatial Hubble qui nous montre des nébuleuses, des étoiles de manière extraordinaire. Juste vous montrer ce qui est, pour moi, deux images emblématiques de cette discipline extraordinaire, encore une fois, qui nous montre l'invisible, surtout particulièrement sur cette image, et les progrès donc, que la photographie astronomique a permis. Bon, ça, vous avez reconnu sur cette image le télescope spatial Hubble, et donc qui, sous un ciel parfait, a photographié avec un très très long temps de pause, une dizaine d'heures de pause, un amas de galaxies lointains, derrière lequel se trouvent des galaxies encore plus lointaines, et dont l'étude détaillée, avec en particulier par exemple des spectrographes, mais même l'étude purement photographique, je vous en dirai juste un mot après, permet non seulement de découvrir l'invisible, parce que tout ça est évidemment invisible, non seulement à l'œil nu, mais même au télescope. L'étoile la plus lumineuse qui a rendu la photo doit être, si je me souviens bien, de 20e magnitude, donc c'est quelque chose qu'on verra nous jamais. Donc, c'est pour moi l'image emblématique de ce qui fait un peu ma passion, c'est la visualisation de l'invisible. Et une des plus grandes réussites de l'astrophotographie, pour moi, c'est ça. Alors regardez bien, parce que ce document est absolument exceptionnel. C'est un gros plan, la photographie est bien plus grande. En bas, vous voyez une étoile, donc vous imaginez que la photo est gigantesque en réalité.
À l'échelle de l'écran, elle fera à peu près 100 mètres de diamètre l'image, donc c'est vraiment très très gros. C'est toujours notre télescope spatial Hubble et qui photographie une galaxie qui apparaît complètement déformée, qui se trouve à presque 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc c'est très 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 loin. Et si elle est déformée, c'est du fait d'un effet que vous connaissez probablement, dit de lentille gravitationnelle, c'est-à-dire cette galaxie est déformée. L'image de cette galaxie est déformée par le parcours de la lumière entre elle et nous, qui passe par un amas de galaxies qui se trouve entre la galaxie et nous. Il se trouve à mi-distance, à 5 milliards d'années-lumière à peu près. Donc premier plan, 5 milliards d'années-lumière, arrière-plan, 10 milliards d'années-lumière. On avait d'ailleurs ça aussi sur cette photo, mais je ne vous l'avais pas fait remarquer. Toutes ces petites virgules bleues, vous avez tous reconnu des mirages gravitationnels, c'est-à-dire des images de galaxies lointaines, très lointaines, déformées par cet amas d'avant-plan. Mais là, regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Ce document est exceptionnel. C'est la découverte d'une supernova dans une galaxie située à 10 milliards d'années-lumière. Donc c'est aussi l'étoile la plus lointaine, évidemment, qu'on ait jamais photographiée, parce que ça fait vraiment loin, 10 milliards d'années-lumière. Et cette supernova explose à un moment donné, à ce moment-là, mais le parcours de la lumière dans la lentille gravitationnelle étant différent en fonction de sa trajectoire, la lumière prend un peu plus de temps pour faire cette image 2 ou 3 jours après, puis cette image, puis cette image. Donc ça, c'est pour moi l'acmé, en quelque sorte, de l'histoire de la photographie astronomique. Je trouve cette image absolument bouleversante. D'autant plus que les astronomes qui l'ont fait, des astronomes américains, l'ont fait en espérant un jour détecter une supernova. Donc ils ont réussi. Et maintenant, ils attendent, je n'ai pas de nouvelles de leur manip, ils attendent de nouvelles images de cette même supernova, mais qui seraient passées encore plus par derrière l'amas et qui vont se révéler au fur et à mesure des années, non pas sur cette photographie-là, bien sûr, mais sur l'image à grand champ faite par le télescope spatial Hubble. Alors, des photographies comme ça, c'est juste de la photo. Il n'y a aucun autre outil scientifique que la photo. C'est pour ça que j'insiste sur la magie de cette technique. Permet à la physique d'avancer, puisque là-dedans, on a évidemment de la relativité générale. Ça permet à la cosmologie d'avancer, parce que là-dedans, il y a des effets de distance entre les amas. Donc on a l'expansion de l'univers qui peut être mesurée, la densité de matière noire dans l'amas de premier plan, la valeur, si elle existe, de la constante cosmologique. Donc c'est juste de la photo, et pourtant c'est absolument fondamental. Alors, la photo, ça je reviens vraiment à des choses beaucoup plus simples. Je voulais vraiment vous montrer ce qui est pour moi la magie de cette technique. La photo permet, voilà, je vous fais un petit aller-retour, et vous voyez en haut à droite, hop, hop, comment les astronomes maintenant, alors pas avec cette nébuleuse, mais peu importe, font de la science avec la photographie. Alors ils appellent plus ça de la photographie, ils appellent ça de la photométrie, mais au fond c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils observent le ciel avec des filtres extrêmement calibrés, étroits, et ils étudient, soit ici, des nuages de gaz, en l'occurrence là on a de l'hydrogène, et pouf, à côté un nuage d'oxygène qui se révèle. Donc ça c'est trivial, j'ai envie de dire. Mais surtout, cette technique de filtrage permet de faire quelque chose qu'on ne savait pas faire il y a encore quelques années, c'est-à-dire mesurer directement la distance des galaxies très 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 lointaines avec juste de la photographie. Donc ça, c'est une des spécialités du télescope spatial Hubble en particulier. Et donc, dans les champs de Hubble ou des télescopes géants, on se contente de faire de la photo avec tous ces filtres, et puis on compare les images à travers chaque filtre, et quand une image disparaît, peu importe, puisque là en l'occurrence c'est une nébuleuse, enfin vous avez compris le principe, quand une image disparaît par exemple dans le visible, et bien on sait
que ça signifie une vitesse d'expansion qui dépasse telle valeur, et on sait que la galaxie se trouve dans cet échantillon-là de distance à la Terre. Alors on est tous fascinés, enfin je pense beaucoup dans cette salle sont fascinés par les grands télescopes. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis fasciné par les grands télescopes. Moi, je rêvais, parce que je commence à prendre de l'âge, je rêvais du télescope de 5 mètres du Mont Palomar. Il y avait des photographies de ce télescope qui est en Californie absolument sublime, et j'ai passé toute mon enfance à rêver devant ce télescope, à l'époque géant. Et donc là, voilà un astronome chilien qui pose fièrement à côté de son télescope. Donc c'est pas Opslim, Opslim sera un peu plus petit, c'est ça. Celui-là fait 6,50 mètres de diamètre, mais il est presque modeste de taille quand on compare à celui-là. Ça, c'est le nec plus ultra de ce qu'on sait faire aujourd'hui en optique astronomique. C'est un télescope de 8,30 mètres de diamètre. Donc on voit les petits personnages à côté qui donnent l'échelle. Un miroir unique donc de 8 mètres de diamètre. Et évidemment, ces machines sont capables d'accumuler de la lumière comme jamais un astronome amateur comme nous le fera. Mais, et c'est un peu le message que je voudrais faire passer ce soir, je voudrais montrer qu'on peut faire de l'astronomie passionnante, et même si on est doué pour ça, même de la science, avec un matériel très 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 modeste, à peu près équivalent à cet appareil photo. Voilà la preuve en image. Alors ça, c'est les deux télescopes, le plus petit et le plus grand que j'ai eu la chance d'utiliser dans ma vie. Donc celui de droite, c'est un télescope de 2,20 mètres de diamètre qui est au Chili. Et à côté, là, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à la voir, mon télescope de l'époque que j'avais mis dans la couverte pour faire la photo. Et en fait, les zooms m'avaient confié le gros pour faire un projet de zoom dans l'univers. Et en fait, j'ai la chance d'utiliser des grands télescopes depuis longtemps, en fait, depuis une quarantaine d'années. Et je trouve qu'on a autant de plaisir à utiliser des tout petits instruments que des grands instruments. C'est un peu, encore une fois, le message que j'aimerais vous faire passer ce soir. L'univers a une espèce de... Le ciel, pardon, a une espèce de dimension fractale qui fait qu'il est intéressant, passionnant et riche à n'importe quelle échelle. Donc à l'échelle de cet appareil photo, comme à l'échelle d'un télescope de 2,20 mètres de diamètre, sachant que c'est souvent beaucoup plus amusant d'utiliser un petit instrument qu'un très grand. Alors voilà quelques images pour illustrer mon propos. Bon, ben ça c'est un morceau de Voie lactée que vous avez reconnu avec la petite tache au-dessus, c'est la galaxie d'Andromède. Bon, ben, c'est une photo faite avec un objectif de 50 mm, donc c'est vraiment à la portée de tous. Et si on zoome sur la même galaxie avec une optique plus grosse, ici 300 mm de focale, j'ai dit de diamètre il y a 2 minutes, c'était évidemment de focale, objectif de 50 mm de focale. Donc si on zoome avec un objectif très modeste de 300 mm de focale, on a déjà des détails dans la galaxie. Si on zoome encore plus, au maximum de ce que peut donner la photo, je l'ai fait exprès pour montrer la limite de cette image, et ben on peut faire de l'astrophysique. Alors à petit niveau, bien sûr. Par exemple, sur une image comme ça, on voit très bien, exactement au centre, ce petit groupe d'étoiles bleues. Bon, ben, c'est des étoiles supergéantes, de ce qu'on appelle une association OB, dans la galaxie d'Andromède. Donc c'est l'amas d'étoiles le plus riche, le plus dense de la galaxie d'Andromède. C'est un endroit que vous pourriez surveiller, par exemple, pour découvrir une supernova. Parce qu'un jour, c'est vraiment beaucoup d'étoiles. Là, vous ne le voyez pas sur cette image, mais je vais vous en montrer une que j'ai faite après, où vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup d'étoiles. Un jour, là-dedans, une supernova explosera, forcément. Donc ça, c'est un de mes fantasmes actuels, et c'est pas plus qu'un fantasme, en fait, j'ai commencé la surveillance. Donc, de surveiller la galaxie d'Andromède. Il y a un astronome amateur de très grand talent qui s'appelle Emmanuel Conseil, qui lui, avec son télescope, par exemple, a découvert plusieurs novas
donc des étoiles qui ont explosé, plusieurs novas dans la galaxie d'Andromède. Ben, il a un télescope qui, je crois, fait 400 mm de diamètre, donc c'est la taille à peu près du grand télescope Hubble. Bon, ben, lui, fait de la publication scientifique avec ce petit télescope. Simplement, il est très patient, parce qu'il faut vraiment beaucoup observer. Alors, avec une focale aussi réduite, encore une fois, c'est un objectif de cette taille, 300 mm, on ne peut pas bien voir cet amas. Si on grossit vraiment beaucoup, on voit quand même qu'il y a peut-être, je ne sais pas, 15 étoiles. Donc ça, ces petits points bleus, enfin taches bleues, pardon, au milieu de la photo, c'est des étoiles qui gèlent ou à dénèbres dans notre propre ciel. Des étoiles qui ont une magnitude absolue, puisque c'est le critère qu'utilisent les astronomes, magnitude absolue, donc l'éclat réel de -7, -8. Ce sont des étoiles extrêmement, extrêmement lumineuses. Mais là, sur cette image, on a l'impression qu'il y en a 10 ou 15. En fait, il y en a beaucoup plus. Il y en a vraiment beaucoup plus. Et ça, dans notre galaxie, je ne connais pas. Il n'y a pas un endroit de la Voie lactée accessible à nos télescopes qui montre autant d'étoiles. Donc j'ai utilisé, c'est un peu ça qui m'amuse dans ce métier maintenant, j'ai utilisé le même appareil photo pour faire les deux images. Celle d'avant faite au 300 mm, et là j'ai multiplié la focale par un peu plus de 10, j'ai utilisé 3,60 m de focale, avec un télescope un peu plus grand, donc un télescope d'1 mètre de diamètre. Et donc ça donne ça. Donc le rendu de la photo elle-même, mais évidemment il y a plus de détails. Et là, d'un seul coup, on voit, alors je ne sais pas combien, cet objet s'appelle NGC 206, et je pense qu'il y a plusieurs milliers d'étoiles dans cette agglomération stellaire. Et l'ensemble de la galaxie, en fait, est résolu. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez dans le champ, ce sont des étoiles. Ce n'est pas de la granulation, hein, ce n'est pas comme un film granuleux, ce sont des étoiles. Donc voilà ce qu'on peut faire avec un télescope. Alors où est-ce qu'on va observer ? La première chose, moi, qui me frappe, c'est que finalement, on n'est pas si mal loti que ça en France. Moi, je me balade beaucoup, depuis quelques années en France pour observer un peu partout, et je trouve qu'il y a encore de très beaux ciels. Il y a des ciels des Alpes en particulier que j'ai considérés comme aussi transparents que le ciel du Chili, par exemple. Donc on a encore vraiment des très beaux ciels. Bon, ben, vous avez repéré où est Limoges à peu près. Évidemment, le Massif central, le sud du Massif central, c'est magique, une partie des Pyrénées, bon, les Alpes de Haute-Provence, etc. Quand on monte un peu en altitude, vous savez ça bien. Bon, voilà Limoges. Alors, évidemment, on a un petit halo lumineux autour de Limoges, c'est normal. Un peu comme autour de toutes les grandes agglomérations françaises, mais on va voir tout à l'heure qu'en fait, c'est pas gênant. Donc là, je vous ai indiqué, à gauche, ça doit être Angoulême, j'imagine. Donc, Limoges, Opslin, donc au nord de Limoges, et Ops SB, ben, c'est mon petit pied-à-terre, petite maison qui est à Maisonnay-sur-Tardoire, à côté de Saint-Mathieu, vers Rochechouart, Saint-Junien, si vous connaissez. Et le ciel est très, très bon, à condition de, quand on regarde au zénith, le ciel est vraiment très, très, très bon, avec une voie lactée absolument magnifique à l'œil nu, et c'est de là que je fais maintenant la plupart de mes photos astronomiques. Voilà, par exemple ça. Alors ça, c'est tout simple, hein, c'est fait avec un objectif toujours de 50 mm de focale, sur une toute petite montée équatoriale, et donc c'est la constellation de Cassiopée, qui est Persée et Cassiopée, les deux. J'ai chevauché, donc 1 heure de pause, et puis on voit le double amas Persée un peu en bas à droite, qui pourrait rappeler un peu l'amas qu'on a vu tout à l'heure dans la galaxie d'Andromède, mais avec un facteur 100, je crois, en différentes tailles. Et puis quelques nébuleuses,
que moi j'ai découvert tardivement, parce que quand j'ai commencé, c'est pour ça que cette photo m'intéresse, j'ai fait ça avec vraiment le matériel le plus simple qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Et quand j'ai commencé l'astronomie dans les années 70-80, toutes les nébuleuses que vous avez sur cette image, personne ne les connaissait. Personne ne connaissait ces objets. Évidemment, elles avaient été photographiées par les professionnels avec les chambres de Schmidt, en l'occurrence la chambre de Schmidt du Mont Palomar, donc dans les années 50, 60. Elles avaient évidemment des noms, hein, Index Catalogue, un tel, je les ai oubliés parce que je les connais vraiment très peu. Mais je ne connais pas un astronome amateur de l'époque qui aurait dit « Tiens, je vais photographier les nébuleuses de Cassiopée ». Parce qu'il n'y avait pas de nébuleuse dans Cassiopée. Donc c'est à l'époque. Donc c'est une des choses qui rend magique la photographie actuelle. Bon, elle, vous la connaissez, hein, très très brillante l'étoile Vénèbre, qu'on voit bien à l'œil nu, en pleine voie lactée. Et puis à gauche, la nébuleuse America et la nébuleuse du Pélican. Donc juste un objectif de 300 mm de focale et cet observatoire de Maisonnay-sur-Tardoire, donc à 60 km de Limoges. Les dentelles du cygne, objectif de 300 mm, donc on pourra parler de conditions techniques après si vous voulez. Donc maintenant c'est du tout venant pour n'importe quel amateur avec du tout petit matériel, hein, encore une fois, 300 mm, de faire ce type d'image qui dans les années 80 aurait semblé vraiment difficile. Bon, on a été là, bien sûr. Et ah oui, voilà. Je ne me souvenais plus pourquoi je vous avais dit. Et donc, on en revient à la carte de pollution lumineuse. Vous n'avez peut-être pas la chance tous d'habiter à Maisonnay-sur-Tardoire ou à Périac, mais en fait, on peut maintenant faire de l'astronomie du ciel profond, de l'astronomie tout court, même en pleine ville. Donc, regardez Limoges, donc qui est très très polluée. Maintenant, regardez la région parisienne. Et imaginez que mon observatoire que j'utilise le plus souvent, c'est mon balcon de banlieue. Donc mon balcon de banlieue, il est exactement au milieu de la tache blanche qui est en haut. Donc ça vous donne une idée de la pollution lumineuse qu'on a à Paris. Alors, ce qui est extraordinaire quand on fait de la photographie du ciel profond, bon, moi c'est Paris, mais vous pourriez prendre n'importe quelle ville de France, c'est pareil, donc Limoges, on va dire, au centre-ville de Limoges. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne voit rien. C'est-à-dire que si moi j'ai pas la chance, comme beaucoup d'entre vous, d'avoir une monture électronique qui pointe automatiquement avec un go-to et on appuie LGC 7000 et pof, la monture va vers la nébuleuse. Moi je fais de l'astronomie à l'ancienne, enfin en tout cas avec ce petit matériel, donc je pointe à la main et j'essaye avec le téléobjectif j'essaie de voir ce que je photographie. Et c'est l'enfer, c'est absolument l'enfer. Là c'est facile parce que l'étoile qui est au milieu, que vous voyez, c'est Gamma du Cygne. Et Gamma du Cygne, c'est une étoile très très brillante. Ça veut dire que même à Paris, on arrive à la voir. Donc, on pointe, par exemple, Gamma du Cygne, et qu'est-ce qu'on constate quand on fait la photo en pleine ville? Qu'il y a tellement de lumière que l'appareil photo, il est tellement sensible qu'il faut poser très court. Donc, vous réalisez que votre écran, quand vous regardez sur votre écran d'appareil photo, ce serait pareil avec une caméra CCD, bien sûr, vous vous rendez compte qu'au bout de, qu'est-ce que je vais vous dire, 20 secondes, l'écran est blanc, alors vous vous dites, bon, comment je vais faire? Donc, vous diminuez le temps de pause, et vous vous retrouvez avec ça. Alors là, je ne me souviens plus du temps de pause, je pourrais vous le dire après, mais je pense que j'ai 10 secondes de pause. Ben, je trouve que pour 10 secondes de pause, il y a plein d'étoiles déjà. Donc, ne souriez pas. Et si vous regardez bien, moi d'ici, je ne le vois pas avec l'ambiance lumineuse de la salle, mais vous devez apercevoir des voiles rouges, un peu, sur le fond de pollution. Donc, la plupart d'entre vous le savent déjà, puisque c'est une technique qu'on utilise en astrophotographie depuis une vingtaine d'années. Les amateurs ont pris cette technique aux professionnels. Plutôt que de faire une photo, on en accumule beaucoup.
On en prend non pas une, mais 10, 20, 30, 40, 50, 100. Là, je crois que je suis à 200 ou 300 photos. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais dites-vous qu'elles sont à peu près équivalentes à celles-là. Sauf que, quand vous fusionnez ces 300 photos, ça donne ça. Donc ça, c'est pour vous redire ce que je vous disais au début de l'exposé. Pour moi, la photographie numérique et la photographie astronomique du ciel profond, c'est de la magie. Je ne comprends pas comment on passe de ça à ça. Alors, on le sait, hein, bien sûr, c'est pas la baguette magique d'Harry Potter, on connaît les raisons pour lesquelles ça marche, mais ça me semble toujours aussi magique. Donc je vous en redirai quelques mois après. Donc, ceci pour vous dire non pas qu'il faut éclairer les villes, hein, évidemment, hein, ce n'est pas une incitation à rajouter des lampadaires, mais en tout cas, les techniques actuelles permettent de faire, de discriminer le signal qui vient du ciel et qu'on ne veut pas. Donc, ce signal, c'est la pollution lumineuse, du signal que l'on désire, c'est-à-dire qui vient de l'univers, en l'occurrence, c'est les nébuleuses de gamma du ciel. Alors, la photo numérique, on pourrait penser, comment dirais-je, on pourrait penser un peu intuitivement que si c'est numérique, c'est parfait. Pourquoi? Parce que c'est une succession de bits de 0, 1, 0, 1, 10, 100, enfin, c'est vraiment quelque chose qui devrait être parfait. Et en fait, non. La photographie numérique n'est pas un support parfait, pas plus que ne l'était il y a 50 ans la photographie sur film chimique. La photographie sur film chimique avait beaucoup de défauts, beaucoup de contraintes, et la photo numérique en a aussi. Ça, c'est une photographie que j'ai faite avant de venir, dans l'obscurité totale, c'est-à-dire une pièce d'un appartement fermé, en pleine nuit, avec l'appareil photo, avec le huton de l'appareil photo fermé, l'entrée de l'objectif fermée, le diaphragme fermé à fond, et donc j'ai fait une pause de 30 secondes pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe quand on augmente un petit peu le niveau de l'image, c'est ça. C'est qu'on se rend compte qu'une image numérique, même prise dans des conditions de perfection absolue, si je puis dire, c'est d'obscurité totale, mais en fait, c'est plein de signaux. Et ce signal, on ne le veut pas. Parce que cette photo, si mon appareil photo était parfait, cette photo devrait être totalement noire. Et en fait, elle est pleine on appelle ça c'est de la granulation, on pourrait appeler ça de la granulation, elle est pleine de bruit lumineux. Et donc toute la technique astrophotographique consiste à essayer d'enlever ce fond de bruit de l'image que vous voulez obtenir, c'est-à-dire la photographie de la nébuleuse ou de la galaxie. Alors, les astronomes, aussi bien amateurs que professionnels, depuis quelques années, ont tous tendance à faire des photographies du ciel avec des temps de pause de plus en plus courts. Quand on faisait de la photographie argentique il y a longtemps, on posait 1 heure, 2 heures, et c'était difficile. Aujourd'hui, les appareils photo, les caméras électroniques, caméras CCD, sont tellement sensibles et tellement dénués, pas dénués, puisque je viens de vous prouver qu'il y en avait beaucoup de bruit, mais disons suffisamment exempts de bruit pour que on puisse photographier le ciel, quel que soit l'instrument que vous utilisez, avec des temps de pause de plus en plus courts. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que quand je dis ça, ça semble être pour beaucoup d'astronomes amateurs une hérésie. Et donc j'ai trouvé un exemple frappant pour vous prouver que c'est vrai. Le plus grand appareil photo astronomique du monde, qui va être installé au Chili, au sommet du Cerro Pachón, par les Américains et un petit peu par les Français qui sont dans la manip pour, je crois, 5 ou 10%,
C'est un télescope uniquement photographique qui s'appelle le LSST, avec un miroir de 8,40 m de diamètre, donc gigantesque, une caméra de je ne sais plus combien de pixels, 2 ou 3 milliards de pixels, donc l'appareil photo absolu, j'ai envie de dire. Eh bien, les ingénieurs et les astronomes se sont tous mis d'accord pour que les temps de pause utilisés avec ce télescope soient de 15 secondes. C'est-à-dire que ce télescope est évidemment capable, par sa perfection mécanique, de faire des temps de pause bien supérieurs à ça, mais quand on fait le ratio entre les caractéristiques électroniques de la caméra et la qualité du fond de ciel et les qualités mécaniques du télescope, ils ont décidé d'utiliser des pauses de seulement 15 secondes. Et bien entendu, ils peuvent ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, fusionner ces pauses pour obtenir des temps de pause réels beaucoup plus longs. Mais les pauses individuelles sont très 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 courtes maintenant dans le domaine astronomique. Je vous dis ça parce que si vous avez un télescope ou que vous voulez en avoir un, ou quand on aura le télescope Hubble, je crois qu'on n'aura même pas besoin d'installer sur ce télescope un système de guidage qui permet en principe de prendre une étoile guide, de suivre le mouvement de cette étoile pour ensuite que le télescope guide exactement sur la nébuleuse ou la galaxie que vous voulez photographier. Je pense qu'on n'aura pas besoin de ça. Le télescope que j'utilise à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui fait 1 mètre de diamètre, il y a une lunette guide dessus, plus personne ne l'utilise, parce qu'on utilise des temps de pause très très courts. Donc, je vous donne un exemple justement pris avec ce télescope. Voilà une image brute d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, toujours avec le même appareil photo, un Nikon D810A, et qui montre une nébuleuse, la nébuleuse de la Lyre, avec un temps de pause de 4 secondes. C'est vraiment très très court. Et pourtant, en 4 secondes, on arrive à prendre tout ça. Ensuite, si vous avez un logiciel de traitement d'image, vous pouvez avec cette photo faire ça. Et donc, vous avez une image de la nébuleuse de la Lyre, qui est pleine de défauts, mais qui n'a été posée que 4 secondes. Et vous voyez déjà derrière, l'étoile centrale est de magnitude 15, les petites étoiles en arrière sont de magnitude 16, les plus faibles étoiles du champ sont de magnitude 18. Enfin, on arrive avec des temps de pause extrêmement courts à obtenir ce genre d'image, mais vous voyez aussi tout de suite, évidemment, que la photo est très bruitée. Vous voyez ce grain, cette granulation, et donc même motif, même punition. Plutôt que de faire une seule image posée 4 secondes, et bien vous lui dites vous réglez votre appareil photo en mode intervallomètre, et vous lui dites fais la même image de 4 secondes, toutes les 5 secondes, ou 6 si vous voulez lui laisser le temps d'enregistrer l'image, parce que ça c'est un petit détail, mais je vous le signale en passant, j'ai eu de mauvaises surprises. En faisant des intervalles de pause trop courts, de me retrouver avec l'appareil qui s'arrêtait parce qu'il n'avait pas eu le temps d'enregistrer l'image précédente. Et donc, vous pouvez faire par exemple 200 fois une pause de 4 secondes et vous obtenez ça. Voilà. Et il y a évidemment beaucoup plus de détails, je pense que c'est assez clair. En particulier, on voit une étoile. On voit une étoile double extrêmement serrée qui se trouve, si vous regardez la nébuleuse, légèrement en haut à gauche, il y a une étoile double. Et au-dessus de cette étoile double, il y a une espèce de petit tiret lumineux. Si vous regardez bien, c'est une étoile double aussi. En fait, cette étoile double a un écart de 1 seconde 5. 1 seconde d'arc, 5. C'est très, très, très petit. Pour un long temps de pause, même avec un télescope de 1 mètre, c'est carrément une bonne image en fait. Et ça, c'est dû au fait que le temps de pause unitaire étant court, la mécanique du télescope n'a pas le temps de faire de défaut dans l'image. La turbulence, elle est évidemment prise elle est enregistrée par l'appareil photo, mais c'est un peu long 4 secondes pour éliminer la turbulence. Mais les meilleures images de cette série sont plus résolues que les plus mauvaises, et donc en sélectionnant les meilleures images, vous obtenez ce type de résultat. Donc ça, c'est cette technique d'accumulation de photos, donc je vous encourage vraiment, si vous faites de l'astrophotographie, d'abandonner les longs temps de pause, je ne sais pas, les pauses de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça ne sert à rien,
il vaut mieux découper ce temps de pause en tranches, qui correspondent au fond au temps de pause maximal que supporte votre monture. C'est aussi simple que ça, en fait, l'astrophotographie aujourd'hui. Donc, vous regardez ce qui se passe avec votre télescope ou votre monture. S'il est capable de guider parfaitement pendant 30 secondes, ben vous faites des pauses de 30 secondes. Et si vous voulez des meilleures images, vous posez 20 secondes. Donc, si vous vouliez faire une belle image, par exemple, pour prendre un chiffre rond en 10 minutes de pause, votre appareil photo pourrait faire une pause de 10 minutes, mais cette pause de 10 minutes serait probablement pleine de défauts. Alors, il y a les défauts, bien sûr, éventuels du mouvement de mécanique du télescope, mais admettons que votre télescope soit très bon ou que vous ayez un système de guidage, vous auriez d'autres problèmes. Vous auriez des passages de satellites, vous auriez des passages d'avions, vous auriez éventuellement un passage de voile, parce que ça arrive souvent alors qu'on ne voit pas à l'œil, on s'en rend compte quand on regarde les images, éventuellement un voile lumineux qui passerait à travers le champ, vous auriez des rayons cosmiques qui pourraient donner aussi des points lumineux que vous ne voudriez pas avoir. Vous auriez des étoiles ou des zones de la nébuleuse que vous voulez photographier qui seraient saturées de lumière, alors que sur une pause de 4 secondes, évidemment, l'image n'est pas saturée. Et donc, on n'a que des avantages en termes de dynamique à poser court. Alors vous allez me dire, 10 minutes, ça fait 600 secondes, donc on pourrait poser 600 fois une seconde. Alors la réponse est non. C'est pas linéaire, c'est pas comparable. Il y a quand même une limite qui est due à ce qu'on appelle le bruit de lecture de votre capteur électronique, qui fait qu'à un moment donné, il ne faut pas exagérer, on ne peut pas diviser par un nombre infini un temps de pause pour obtenir une image où on aurait des étoiles de 30e magnitude, ça c'est pas possible. Il faudrait un capteur parfait. Donc il faut trouver évidemment un moyen terme raisonnable, mais on a le droit de dire par exemple que 10 pauses de 1 minute, 20 pauses de 30 secondes, ça fait 10 minutes. Ça, vous avez le droit de le dire. Vous obtiendrez le même résultat. Enfin, non, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Vous obtiendrez un bien meilleur résultat, en l'occurrence en termes d'équilibre de l'image, mais en posant, par exemple, 20 fois 30 secondes qu'une fois, une fois 10 minutes ou 2 fois 5 minutes. Et voilà la même image, donc, à gauche, ce qu'on appelle une image brute, donc la pause de 4 secondes, et à droite, les 200 pauses de 4 secondes. Alors, comment ça marche d'un point de vue théorique? C'est très simple. Quand vous photographiez le ciel, la lumière évidemment du ciel tombe sur votre capteur. La nébuleuse est une source de lumière totalement fixe, j'ai envie de dire parfaite. Donc, c'est ce qui donne le signal, on va dire, de votre image. Et par contre, chaque photo que vous avez faite, la 200, chaque photographie que vous avez faite, elle a son signal propre, c'est-à-dire le bruit qu'on a vu tout à l'heure sur ma photo qui était très granuleuse, elle a son signal propre qui se rajoute à l'image du ciel. C'est ce qu'on voit bien sur celle de gauche. Donc l'image de gauche est parfaite pour cette démonstration. Vous avez la nébuleuse qui, entre guillemets, est un signal parfait, et devant, ce voile de pixels qui, lui, est du bruit qu'on aurait voulu supprimer. Alors, pourquoi est-ce qu'en accumulant les photos, on arrive à supprimer ce bruit? Pour une raison évidente que vous connaissez, c'est que sur les 200 pauses, à peu près, sur les 200 pauses, mais ce serait 1000, ce serait pareil, sur les 200 pauses, le signal de la nébuleuse reste le même, alors que chaque pause individuelle, donc multipliée par 200, chaque pause individuelle, elle, est différente. C'est-à-dire que l'image de gauche, et c'est frappant, il faudra d'ailleurs un jour que je fasse une vidéo avec ça, parce que c'est absolument extraordinaire, on le voit en live, si je puis dire, chaque image individuelle a un bruit qui est complètement différent. Les pixels chauds, ce bruit numérique se place d'une manière complètement aléatoire, et donc forcément, quand on accumule toutes ces pauses les unes sur les autres, la nébuleuse, elle ressort, le signal ressort puisqu'il est identique, alors que le signal, le bruit électronique, lui qui est fluctuant, mais il a tendance à baisser avec la fusion.
Alors la formule, c'est une formule en racine carrée. C'est-à-dire que le gain que vous obtenez en multipliant les poses, c'est la racine carrée du nombre de poses. Si vous faites 9 photos, ou 4 photos, pardon, bah vous aurez une image en termes de signal et de bruit 2 fois meilleure. Si vous en faites 9, 3 fois meilleure. Si vous en faites 16, vous allez comprendre pourquoi je fais ce petit calcul de niveau CM1 ou CE2. Si vous en... Comment si vous en faites 16, 4 fois meilleur. Si vous en faites 100, 10 fois meilleur. Et ainsi de suite. Moi, je suis monté jusqu'à, je ne sais pas, 500 ou 600 poses. Donc, on a un facteur d'amélioration d'image de l'ordre de 25, 20, 25, donc c'est extraordinaire. Mais on se rend compte aussi que cette technique a une limite. C'est-à-dire, si je vous dis ce soir, vous allez faire une photographie de nébuleuse, et si je vous dis, posez 4 fois 1 minute, et vous aurez une image 2 fois meilleure qu'en posant 1 minute. Vous allez trouver ça bien. 1 minute de pause, 4 minutes de pause, l'image est 2 fois meilleure. Vous vous dites, ah ouais, c'est bien, c'est évident. Mais quand le temps de pause augmente et que le nombre de pauses augmente, il y a un effet asymptotique qui devient absurde. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où pour multiplier par 2 la qualité de l'image, ben, il faut poser 50 heures de plus. Donc il y a un moment donné où vous dites non, c'est plus possible. Et c'est pour cette raison-là que vous ne verrez jamais de photographie faite avec n'importe quel télescope qui sera, comment dirais-je, d'une qualité exceptionnelle par rapport à celle qu'on fait tous. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où l'accroissement du temps de pause ne donne qu'un gain totalement marginal. Donc quand vous avez posé 20 heures, 30 heures, 40 heures, bah si vous posez 100 heures, ça ne fait plus rien. Donc il y a un moment donné où poser finit par, encore une fois, ne plus servir à rien. Et c'est pour ça que les astronomes, à chaque génération, augmentent la taille de leur télescope, parce que c'est le seul moyen d'aller plus loin dans l'univers. À capteur égal, il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir un meilleur résultat, c'est d'augmenter le flux de lumière qui vient sur le télescope. Donc, cette fusion des images et ces temps de pause ont un intérêt tant que les temps de pause sont raisonnables. Un petit montage pour vous rappeler les 3 techniques de photographie qu'on utilise tous, hein, probablement, donc on va tous utiliser. Donc à gauche, la photo la plus simple, c'est celle-ci. C'est un appareil photo posé sur un trépied. La photo suivante, c'est justement l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, mon 300 mm. Donc un petit matériel, mais installé sur une monture équatoriale qui permet de suivre, comme vous le savez, le mouvement des étoiles. Et à droite, on fait de la photo, mais on ne fait plus de la photo avec un objectif photo, on fait de la photo avec un télescope ou une lunette. Et là, on rentre dans le domaine de l'astrophotographie. C'est plus compliqué parce que la mise au point est plus délicate, c'est plus compliqué parce qu'il faut une monture qui suive bien, c'est plus compliqué parce que la turbulence commence à gêner les images. Mais je pense que là, on fait un peu le tour de la photographie astronomique amateur. Et voilà ce qu'on peut faire juste avec un pied photo, par exemple. Alors là, c'est vraiment la photo la plus simple qu'on puisse imaginer, donc toujours maisonnée sur tardoir, un objectif de 50 mm de focale et 8 secondes de pause. 8 secondes de pause, je suis sûr que dans la salle, il y a des personnes qui disent 8 secondes de pause, c'est trop, le ciel devrait tourner. Oui, mais rappelez-vous que la grande ourse est à très haute latitude, à très haute déclinaison. Et plus on se rapproche du pôle, plus le mouvement apparent des étoiles est faible angulairement. Donc, autant c'est difficile de photographier Orion qui passe à l'équateur parce qu'elle passe comme une fusée, autant un objet qui est à très haute latitude ou très haute déclinaison est facile à photographier. Donc là, 8 secondes de pause, une pause unique, et hop,
une belle photo de la Grande Ourse. Alors là, vous vous dites, photo de la Grande Ourse, c'est pas vraiment de la photo astronomique, quoi. Eh bien si. Parce que regardez, en haut à gauche, c'était même pas 50, c'était 35 mm. Et bien en 8 secondes de pause, vous photographiez une galaxie. Donc avec un appareil photo sur un pied photo, sans aucune technique, avec une seule pause, sans entraînement, sans rien, vous photographiez une galaxie qui a 25 millions d'années-lumière. Et moi je trouve ça absolument magique. Donc ça donne une idée un peu de la puissance de cette technique. Et puis bon, à droite, deux photos avec des focales de plus en plus grandes du même objet. Mais on peut photographier le ciel avec un matériel vraiment très très simple. L'image de gauche montre des étoiles de magnitude 12 ou 13, et c'est suffisant, si vous vouliez par exemple faire de l'étude d'étoiles variables, c'est largement suffisant pour observer le ciel. Alors, pourquoi est-ce qu'on photographie le ciel quand on aura notre 400 mm à Périac ou chez vous quand vous faites de l'astronomie? Pourquoi vous photographiez une nébuleuse ou une galaxie? Probablement pour la même raison que moi, parce que c'est beau, et que vous voulez juste avoir une carte postale. Si un jour vous allez au Grand Canyon du Colorado, je suis sûr que vous aurez envie de photographier le Grand Canyon du Colorado, et d'avoir une image dans votre salon du Grand Canyon du Colorado. Et au fond, on photographie tous le ciel pour ça, juste parce que c'est beau. Alors ça, c'est une photo, en l'occurrence ratée, mais c'est pas très grave vu la puissance du télescope. C'est une photo, toujours avec le même appareil photo, d'un amas de galaxies, la Macoma, fait avec 3,60 m de focale. Mais il y a eu un problème technique sur le télescope, on n'a pas trouvé le point, la mise au point du télescope. Et comme il est ouvert, il est diaphragmé à 3,3, c'est extrêmement difficile de trouver le point. Et là, en l'occurrence, les étoiles sont pas nettes parce qu'on n'avait pas accès au foyer. Mais bon, vous voyez quand même un amas de galaxies. Moi, ce qui m'amuse maintenant, ce qui m'intéresse dans ce travail, et ce que je vous encourage à faire, c'est de vous demander ce qui se passe sur cette photo. On a tous des photos de nébuleuses et galaxies dans nos ordinateurs, et qu'est-ce qu'elles montrent? Si vous regardez une photo comme celle-là, par exemple, ça montre vachement de trucs. Voilà. Parce qu'en arrière-plan de la Macoma, vous avez l'objet Cairns J13002, qui a un redshift de 0,2, donc qui est énorme, et qui se trouve à 2 milliards d'années-lumière. Donc on a ce quasar à 2 milliards d'années-lumière, non, c'est une galaxie, pardon. Cette galaxie à 2 milliards d'années-lumière, qui se trouve dans le même champ de cette photo. Vous pouvez chercher par exemple la distance de l'étoile d'avant-plan, HD 112-887, qui est très très proche de nous. Et puis en bas à droite, on a un objet encore plus lointain, qui est de magnitude 18,5, là, et lui se trouve à 4 milliards d'années-lumière. Si vous ne cherchez pas sur des atlas ce qui se passe sur l'image, vous passez à côté de ce genre d'informations que je trouve assez fascinantes. Donc il y a la vitesse de récession de la galaxie, cette carreau se déplace par rapport à nous à 54 000 km/s, donc c'est extrêmement rapide. En bas à droite, c'est pratiquement le tiers de la vitesse de la lumière, donc ça nous montre le cosmos en expansion. Ça, c'est un autre exemple d'un bras de la galaxie d'Andromède, photographié par un amateur, un Mathieu Conjal, qui est à Nice, et qui, sous le ciel de Nice, c'est-à-dire en gros un télescope, un astrographe de 400 mm de diamètre, depuis des années, étudie les étoiles céphéides de la galaxie d'Andromède. C'est un travail que je trouve absolument extraordinaire, et qui consiste à ne faire que de la photo. Il suffit de faire de la photo, d'accumuler les poses, avec évidemment un calibrage précis des poses, et ensuite de comparer les images, donc en les faisant passer l'une sur l'autre, d'abord de détecter les étoiles variables, et puis d'essayer, en l'occurrence, de tracer des courbes. Et donc vous pouvez étudier les étoiles variables d'une autre galaxie avec un télescope de 400 mm. On fera peut-être ça ici, ou vous ferez peut-être ça chez vous. Et je trouve ça absolument incroyable. Alors pour ce type de recherche, on peut utiliser ce qu'on appelle le CDS, c'est-à-dire la banque de données de l'Observatoire de Strasbourg, qui est une des premières au monde et qui
regroupe pratiquement tous les catalogues astronomiques de la planète et qui les croise. Cet outil est absolument fantastique. Et en un clic, là par exemple, j'ai demandé, c'est une galaxie qu'il y avait sur la photo précédente, les informations sur NGC 4889, donc dans Coma, et on y trouve évidemment son éclat, sa vitesse de récession, sa distance, enfin tout ce que vous voulez. Des sources, on ne les voit pas sur la vue d'écran, mais des sources à propos de cette galaxie, tout ce que vous voulez savoir à son propos, et elle est montrée évidemment dans la petite pastille de droite, là-bas. Bon. Ici, le même type, alors ça c'est un des catalogues du CDS, Aladdin. Alors j'ai pas eu le temps de le faire bien, mais ce que vous voyez, c'est un champ, le champ de la Macoma, toujours, et toutes ces petites pastilles vertes, c'est tous les objets catalogués dans cette région du ciel, donc c'est absolument monstrueux, parce que si vous zoomez dans l'image, il y a de nouveaux cercles qui se rajoutent, enfin c'est absolument délirant. Il y a le catalogue USNO en particulier, il y a un peu plus d'1 milliard d'étoiles. Il y a tous les catalogues américains maintenant de survey des galaxies jusqu'à des magnitudes extraordinaires. Donc vous pouvez vraiment faire un travail presque d'astronome professionnel, d'ailleurs il y en a qui font de l'astronomie professionnelle, avec simplement des ressources qui sont accessibles en 2 clics sur Internet. Donc, j'arrive à la fin de mon petit exposé. Pour ceux d'entre vous, alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, donc ce sera une redite, mais en tout cas, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait de photographie du ciel profond ou qui ne sont pas satisfaits de leur photographie du ciel profond, bon, juste un petit rappel, quelques conseils rapides. Quand vous avez votre source, la nébuleuse, la galaxie que vous voulez photographier, choisissez un temps de pause court. En tout cas, vous pouvez choisir un temps de pause court. Ici, 25 secondes. Galaxie d'Andromède en 25 secondes. Et accumuler les pauses. Donc, quand vous en, toujours pareil, quand vous en accumulez 200 ou 300, ça donne ça. Donc, vous avez cette fusion des images, mais ça ne suffit pas pour obtenir un résultat vraiment parfait, pour éliminer au mieux tout ce bruit, et pas seulement, j'en dirai juste un mot après, tout ce bruit électronique qui gêne, qui perturbe les images. Il vous faut aussi faire quelque chose qui est très très simple, qu'on appelle un dark, donc une image noire si vous préférez. Donc ça c'en est un qui est d'ailleurs un peu excessif, mais c'était juste pour vous montrer. Alors qu'est-ce que c'est qu'un dark? Eh bien, c'est exactement la même chose que la pose que vous avez faite sur la galaxie. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez posé donc 30 secondes à 6400 ISO avec votre appareil photo. Eh bien, à la fin de votre séance de pause, mais en même temps c'est important pour que ce soit la même température que votre appareil photo, votre caméra CCD, vous fermez le bouchon de votre objectif, vous le recouvrez d'un voile pour être bien sûr dans le noir, bien noir, et vous faites une vingtaine ou une trentaine de pauses, donc avec le même temps de pause, mais dans le noir. Et donc toutes ces pauses feront exactement la même image que celles qui ont enregistré la photographie de la galaxie d'Andromède, mais sans la galaxie. Et quand vous fusionnerez avec un logiciel l'ensemble de ces images, et bien le logiciel effacera, puisqu'il connaîtra à quoi ressemble la carte d'identité numérique, si on peut dire, de votre capteur. Il reconnaîtra ce qu'il faut enlever dans l'image et il soustraira l'information que vous ne voulez pas avoir sur votre image. Donc ces darks sont vraiment très très importants. Ils sont traités automatiquement par les logiciels que vous utilisez. Donc on pourra en dire un mot ensuite. Donc c'est vraiment important. Et enfin, ça c'est très important, c'est un peu plus casse-pied, j'ai envie de dire quelquefois. Moi j'aime pas trop les faire, mais on n'a pas le choix. Quand on y est à côté, on ne peut plus s'en passer. Il faut faire ce que l'on appelle des flats. Alors en français, c'est des champs, je pense qu'on peut traduire par champ plat. Ça consiste à prendre une photo
non pas du ciel, mais à prendre une photo de votre appareil photo. En gros. C'est-à-dire que votre appareil photo, évidemment la nuit, enregistre donc évidemment ces étoiles, mais ce que vous ne voyez pas, vous, parce que l'œil humain n'est pas assez sensible pour le faire, et vous vous en rendez compte que trop tard, c'est-à-dire quand vous faites les traitements de votre image, cette image que votre appareil photo a enregistrée, elle a forcément un défaut, en tout cas une caractéristique, c'est même pas un défaut d'ailleurs, c'est une caractéristique qui est celle qui est donnée par l'objectif ou le télescope qui est devant l'appareil photo, qui est que dans l'immense majorité des cas, le capteur de votre appareil photo ne peut pas enregistrer de manière uniforme la partie du ciel que vous photographiez. C'est possible, on peut le faire avec certaines combinaisons optiques, mais dans l'immense majorité des appareils photo, simplement par exemple parce que les rayons lumineux qui viennent du bord du champ, ils ne traversent pas l'ensemble de l'objectif et du coup les bords sont sombres, c'est ce qu'on appelle le vignotage. Et donc si vous regardez cette photo, vous voyez bien sur les bords que la photo est sombre. Alors c'est quoi cette image? C'est une image du fond de ciel, en l'occurrence de l'observatoire de Calerne. J'ai fait ça avec le télescope d'1 mètre de l'observatoire de la Côte d'Azur. Ces flats qui sont donc très très importants consistent à photographier le fond de ciel ou un fond uniforme blanc pour ceux qui savent ce que c'est qu'une boîte à flat, etc. Mais en gros, le fond de ciel, ça marche très bien, à condition qu'il soit uniforme. Donc, le matin ou le soir de votre prise de vue, vous pointez après le coucher du soleil ou avant le lever du soleil la direction du ciel exactement opposée au soleil. Donc, admettons, le soleil est dans mon dos, vous pointez de l'autre côté, à peu près 45 degrés de hauteur, là où le ciel est uniformément bleu, et vous faites une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de photos avec la même sensibilité, hein, par exemple 6000 ISO, peu importe. Et cette image, en la réglant pour que je ne rentre pas dans les détails, vous trouverez ça facilement, en réglant l'histogramme de votre appareil photo comme il faut, vous aurez cet effet donc de flat, de fond de ciel. Et si, entre autres, vous avez des poussières ou des défauts sur le capteur, la photo l'enregistre aussi. Et tout ça, quand ça passera à la moulinette du logiciel de traitement d'image, de la même manière que ça supprime le fond de bruit électronique, ça supprimera cet effet. Et quand vous développerez, si je puis dire, sur votre ordinateur vos images finales, vous aurez une nébuleuse America, une galaxie Andromède ou les dentelles du cygne sur un fond de ciel parfaitement homogène. Et donc vous aurez une belle photo. Sinon, vous vous rendrez compte immédiatement des défauts de l'image. Donc, juste quelques petits exemples de photographies faites en Limousin. Orion, hein, avec 50 mm de focale. Vous avez reconnu les trois rois, avec la tête de cheval. Et moi, j'adore faire les mêmes photos avec le même appareil et des focales différentes. Pour faire des zooms comme ça. Donc à gauche c'est 50 mm, au milieu c'est 300 mm, et à la droite c'est 3 mètres 30, 3 mètres 60 de photo. Une petite photo d'Orion avec un temps de pose très très court, c'est des poses de... parce que mon télescope ne suivait pas bien. Une pose de 20 secondes au foyer d'un petit télescope de 15 cm de diamètre. Donc en accumulant les poses, on obtient ce type d'image. On peut faire de la mosaïque aussi, ça c'est vraiment une technique extraordinaire et très très facile aujourd'hui. Donc ça c'est une mosaïque du centre de la galaxie avec, en réalité, il y en avait 12 images. Donc ça fait un original qui fait 100 millions de pixels de surface, donc c'est gigantesque. Et puis là, évidemment, alors juste une petite parenthèse sur le traitement d'image. Si vous voulez publier dans des revues américaines, vous prenez la photo de droite. Et puis si vous voulez avoir un peu la French touch un peu plus élégante à mon avis, vous traitez comme à gauche. Parce que, à titre personnel, je ne supporte plus ces photos de galaxies qui ressemblent à des feux d'artifice ou à des arbres de Noël. Donc, parce que le ciel ne ressemble pas à ça, quoi. Donc là, c'est juste avec Photoshop un traitement différent de la même image pour montrer comment on peut équilibrer par une image. Voilà.
Et puis alors une mosaïque géante hein, de la Voie lactée, qui montre en bas à gauche la galaxie Andromède, minuscule. L'image fait presque 1 milliard de pixels, donc elle est absolument gigantesque. Donc sur l'écran, évidemment, on ne peut pas voir sa résolution réelle, mais c'est pas grave. C'est pour montrer toujours un peu cet effet fractal de l'univers, c'est-à-dire qu'avec des focales de plus en plus grandes, on peut s'enfoncer de plus en plus profondément dans le cosmos. Donc le matériel que j'utilise tout le temps en banlieue parisienne ici, voilà. Et puis là, bon, c'est mieux quoi. C'est un gros obslim, on va dire. Donc le télescope de 1 mètre de l'observatoire de la Côte d'Azur. Donc il a 2 foyers. C'est une machine absolument fantastique, avec une monture qui fait pratiquement 10 tonnes, donc c'est un ancien interféromètre, donc du coup la monture de fait est extrêmement stable, donc on en profite maintenant. En haut, la lunette guide qui n'a jamais servi à personne, et puis donc ça c'est le foyer casse-grain, donc 10 mètres de focale, c'est très, très agréable. Et puis surtout, la combinaison la plus touchy, la moins simple, mais la plus gratifiante pour moi, le foyer primaire du télescope. Donc là, j'ai installé le boîtier au milieu de la photo, au foyer donc, de l'instrument, juste devant son correcteur de WIN, et en bas, le miroir de 1 mètre de diamètre du télescope. Là, ça devient de l'astronomie un peu plus compliqué, puisqu'on est le boîtier à plus de 5 mètres de hauteur, donc évidemment, il est inaccessible, on ne peut pas aller régler l'appareil à distance. Donc vous voyez, il y a des câbles qui courent sur l'anneau de tête. Donc vous avez une prise électrique directement sur le télescope qui vous permet de brancher l'appareil photo sur le 220 volts sur le télescope. Il y a un fil USB qui court à travers la coupole. Donc le télescope est à droite, derrière la porte, et on utilise le télescope depuis un poste de pilotage. Donc c'est une astronomie un peu différente. Voilà cet observatoire où maintenant j'ai la chance d'aller de plus en plus souvent avec ces 2 coupoles. C'est un peu une image d'Obslim dans quelques années que je voulais vous montrer. Avec un ciel qui n'est pas meilleur que celui qu'on aura à Obslim, puisque c'est le ciel de Nice en fait. Hein. C'est pas le ciel de Nice, mais on va dire qu'on est à 30 km de Cannes. Et donc on a toute la Côte d'Azur, évidemment, plein sud. Et donc on a un ciel qui est très très beau vers le zénith, enfin très très beau, même pas d'ailleurs. Un ciel acceptable au zénith et vers le nord, beaucoup moins bon vers le sud. Et donc on observe et on arrive évidemment à faire des photographies. Et l'image que je vous ai montrée au début de l'exposé qui va le clore, l'image que j'ai faite avec cet instrument que je préfère, c'est-à-dire pour l'instant en tout cas, la fin de mon zoom sur la galaxie Andromède, avec tout ce bras sud-ouest de la galaxie, des petites nébuleuses, cet amas JC206 qui est absolument gigantesque, et une photo posée 1 heure de pause, donc 1 heure de pause avec un télescope de 1 mètre ouvert à 3,3, c'est monstrueux, et donc là vous avez des étoiles de magnitude 24, et ça je ne pensais pas dans ma vie d'astronome amateur obtenir une photographie avec des étoiles de magnitude 24, et maintenant on vise évidemment la magnitude 25. Et je vous remercie beaucoup. Bien, vous voulez le remercier Serge, c'était très intéressant. Si vous avez des questions, vous pouvez y répondre. Et après, Serge a ramené quelques ouvrages, ceux qui le souhaitent pourront en acquérir, et il vous les dédicacera sur place. Voilà, s'il y a des questions, allez-y, n'hésitez pas. Alors, je vais peut-être en poser une. Est-ce que finalement la prise de vue, qu'elle soit avec une caméra CCD ou SMO, est-ce que ça fait une grosse différence? Alors, je ne sais pas. Je crois que c'est assez comparable, mais la grosse différence entre une caméra CCD et un appareil photo comme les nôtres, puisque moi je fais de la photo qu'avec un appareil photo, c'est que nos appareils photographiques, comme vous le savez, en couleur. Et ça signifie que les capteurs, en réalité, ont pour chaque élément d'image, en réalité, 4 pixels. C'est-à-dire que 4 pixels en dessinent un gros,
Et dans ce gros pixel, vous avez la couleur, c'est du RGB, donc rouge, vert, bleu, et un quatrième pixel qui est utilisé et qui est de nouveau vert. Donc vert, rouge, bleu. Et donc c'est ces 4 pixels qui attrapent la lumière et qui vous permettent de faire la photo en couleur. Alors, l'immense désavantage pour un astronome amateur confirmé ou exigeant, on va dire, l'énorme désavantage, évidemment, c'est que cette lumière qui nous vient des étoiles, elle va donc, pour la partie verte, sur le pixel vert et ainsi de suite, bon, et donc ça fait une énorme perte du rendement de l'appareil photo. Donc le rendement est beaucoup moins bon qu'une caméra astronomique normale, noir et blanc, qui elle n'a qu'un pixel qui attrape la lumière et devant lequel éventuellement on met un filtre pour sélectionner du vert, du bleu ou du rouge. Donc, mais la distinction CMOS, CCD, j'avoue que je ne la connais pas. Votre appareil photo, il est traité au niveau du filtre infrarouge ou alors, Ah oui, alors, effectivement, moi, non, enfin oui et non, c'est-à-dire que c'est un appareil du commerce, un Nikon D810A, mais le A, c'est le A de astronomie. Donc en fait, c'est un appareil créé par Nikon pour faire de l'astronomie, et donc le filtre infrarouge a été enlevé, et il est sensible, en particulier aux nébuleuses, c'est pour ça que vous avez ces photos où on voit le rouge des nébuleuses, le rouge H-alpha, qui est à 650 nanomètres et qui est beaucoup plus difficile, on peut l'enregistrer, mais qui est beaucoup plus difficile avec un appareil photo normal. Et ça le condamne pour un usage classique? C'est pratiquement la même image que l'équilibrage des couleurs est un peu différent, mais après vous pouvez le changer. Moi, je m'en sers indifféremment pour des photos de vacances. Je t'emprunte tes clés de voiture pour aller chercher Bon, c'est ça. Oh, je continue. quel temps de pause pour un chat? Alors, le temps de pause, je ne le connais pas. J'ai envie de dire, il n'a pas d'importance. C'est l'histogramme de votre appareil photo qu'il donne. Il faut que le pic soit vers les 2/3, donc il faut avoir une photo normalement exposée du ciel, à peu près. Donc c'est des temps de pause peut-être du millième de seconde. Enfin, c'est des temps de pause très très rapides. Ce qui est important, c'est de garder le même, évidemment, de laisser l'appareil photo dans la même configuration, la même mise au point. C'est évidemment, c'est très très important. De faire comme si on allait refaire une photo de la même nébuleuse, si vous voulez. Et surtout, évidemment, le même réglage de diaphragme, si c'est un objectif. Puisque c'est l'ouverture de l'objectif qui donne le profil de la photo. Mais le temps de pause, c'est de l'ordre de 500e. Quel est le bon moyen de faire une bonne mise au point? Parce que c'est quand même le plus important. Ça peut être l'enfer. Moi, sur le gros télescope, sur le 1 mètre par moment, c'est l'enfer. D'ailleurs, ça me ramène à une chose dont on n'a pas parlé, parce que de toute façon, la photographie, on peut en parler. Au fond, ce qui nous limite, même nous, astronomes amateurs, la qualité de nos images est limitée par la turbulence atmosphérique. C'est-à-dire que notre télescope est toujours bien meilleur que le ciel. Une image comme ça, qui est considérée par les astronomes de l'observatoire comme plutôt bonne, la mise au point, c'est de l'ordre de, je suis entre 2 et 3 pixels. Donc c'est vraiment pas mauvais. Et ça correspond sur le ciel à une image qui fait 1 seconde 5, 1 seconde 8. Et c'est vraiment très 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 bon. C'est-à-dire que c'est et 1 seconde 8 pour un télescope qui résout 0 seconde 1, ça pourrait sembler ridicule. Donc en fait, si vous avez un télescope ou envie d'en avoir un, il faut toujours que vous vous rappeliez qu'il y a un moment donné où le rendement de votre télescope sera moins bon que si vous aviez une focale plus courte. C'est vraiment, il faut que vous trouviez l'équilibre entre la taille de l'étoile au foyer de votre image, excusez-moi, sur votre photographie,
Si vous avez une étoile qui se dessine, qui fait un rond de 2, 3, 4 pixels, c'est parfait, parce que c'est à peu près... ça va. Mais imaginez, ça m'arrive souvent avec ce télescope quand il y a beaucoup de turbulences, si vous avez une image qui fait 10 pixels de côté, en fait, la surface occupée par l'énergie lumineuse est tellement diluée que c'est pas la peine. Il vaudrait mieux utiliser un télescope 4 fois plus petit et qui donnerait une image bien meilleure. Donc il y a un moment donné où, j'ai envie de dire, le mieux est l'ennemi du bien. Donc nous, on peut avoir des bonnes images, j'ai l'impression, jusqu'à 2 mètres de focale, mais rarement plus, quoi. Est-ce que vous avez une truc pour améliorer la mise au point sur votre appareil photo au départ, pour avoir dès le départ une netteté Non. Non, il y a les masques de... Comment ça s'appelle? Madinov, oui, mais j'en ai pas. J'ai peut-être mis... Vous faites comment alors, vous faites ça à l'œil dans Oui, l'écran ou alors, à l'écran. Oui, oui. Et je le fais 10 fois jusqu'à... Alors je fais des tests en diaphragme. Si c'est avec un objectif photo, je commence avec l'ouverture maximale, parce que c'est là où les défauts sont... Enfin, où la mise au point est la plus, évidemment, sensible. Donc je regarde la tâche d'Herry qui diminue de taille, qui repart dans l'autre sens. Et je fais des allers-retours comme ça et je regarde ce qui se passe. Ensuite, je fais la même chose en diaphragmant pour voir ce qui se passe quand l'image est meilleure. Et à un moment donné, je m'arrête en me disant non, là, je suis pas mal. Puis je regarde ensuite à l'écran. Mais c'est vraiment du piffométrique, quoi. C'est oui, oui. Alors j'y arrive à peu près, puisque mes bonnes images, elles font 2 pixels, 3 pixels, donc je suis content, en fait. Mais peut-être que ça pourrait être meilleur. donc il faut mieux diaphragmer au minimum quand même. Alors moi, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je diaphragme tout le temps. C'est-à-dire que si vous faites une photo à pleine ouverture, à moins que vous ayez des optiques que je ne connais pas, qui sont d'une super qualité, les étoiles, il n'y a pas de mire optique pire que les étoiles, parce que c'est la mire parfaite. C'est ponctuel, donc le moindre défaut, vous le voyez. Donc si vous vous amusez sur votre écran ou sur votre ordinateur, si vous le faites sur un ordinateur, moi je le fais directement à l'écran, mais si vous vous amusez à aller dans la diagonale, dans les bords de votre photo, à pleine ouverture, ça m'étonnerait que vous ayez des étoiles ponctuelles. Donc moi je diaphragme systématiquement à 4, à 5, à 5,6, et tant pis. Et après, America, que je vous ai montré tout à l'heure, ou les dentelles du cygne, je peux vous assurer que l'image est vraiment piquée, quoi. On peut faire... c'est un boîtier qui fait 36 millions de pixels. J'en ai fait des tirages papier, mais absolument parfait, quoi. Parfait. Donc je préfère fermer plus et poser plus longtemps. Je trouve que c'est mieux. Ça me semble mieux. Sur les courtes pauses, vous enlevez le signal d'offset ou pas? Alors oui, j'ai oublié d'en parler. Oui. Alors il faut aussi faire des offsets. Pareil. Oui. Comme sur les longues pauses. Oui. Mais enfin, non, pardon. J'ai pas compris votre question. Alors non. Toutes mes poses très très courtes sur des objets très très lumineux, je fais même pas de flat, même pas de dark, puisque l'image est assez bonne d'elle-même, si je puis dire. La nébuleuse de la Lyre, par exemple, c'est tellement brillant qu'on n'a pas besoin de changer les niveaux à tel point de devoir aller chercher vraiment les très très belles basses lumières. Alors, je devrais le faire, mais je ne prends pas la peine de le faire. Je pensais surtout au... Vous n'avez pas fait de dark sur la Lyre? Non. Non. C'est très très brillant. Hein. Le temps de pose n'est pas long, donc il n'y a pas de bruit. Le capteur, il est réglé à, je ne sais plus combien, mais je dirais à 4000 ISO. Et 4000 ISO, c'est vraiment, il supporte bien. Donc on ni offset, ni flat, ni dark. Mais ce serait mieux si je les avais fait, bien sûr. Mais par contre, là-dessus, c'est obligatoire. Là, sur une pause où on veut vraiment avoir quelque chose. 4000 ISO, ça bruite pas trop. Non. Enfin, si, sur l'original, mais sur 200 poses, là, il y en a 120, je crois. Attendez.
60 minutes. Oui, c'est ça. 120, là, j'ai 120 fois 30 secondes. C'est simple, ça fait 1 heure de pause. Donc, voilà. Et le ISO, je ne me souviens plus, mais ça doit être 2000. Il est tellement lumineux, ce télescope, de 2000 ou 2500. Par contre, là, j'ai pris garde à faire effectivement les flats, les darks et les offsets pour avoir une image parfaitement plane. Ça a permis de résoudre complètement le disque, alors que les étoiles sont vraiment très très faibles. Vous ne le voyez pas sur l'écran, mais en fait, la galaxie, l'image est totalement résolue en fait. C'est vraiment extraordinaire. Tout ce que vous croyez être des plages uniformes, ce n'est pas des plages uniformes, c'est vraiment des étoiles. L'image est résolue jusqu'au fond du disque, donc on est à des magnitudes absolues qui deviennent faibles. Quoi. Enfin, j'adore cette image. Oui, un petit mot sur le logiciel que vous utilisez quand même. Alors, moi, comme je ne suis pas doué du tout en traitement d'image, j'utilise les 2 logiciels les plus simples pour le ciel profond. C'est Deep Sky Stacker, merci, Deep Sky Stacker, donc un logiciel gratuit. Et l'autre, c'est Cyril, que j'ai mis quelques années à maîtriser, mais ça y est, maintenant je sais m'en servir, donc j'en suis très très fier. Deep Sky Stacker, Cyril, et les vrais astrophotographes sérieux utilisent Pixie Insight. Mais pour moi, c'est une usine à gaz totalement incompréhensible. Et d'ailleurs, le surnom de ce logiciel, c'est Pig Inside. Donc, mais il est plus performant. Alors, je vous donne juste un exemple, si vous vous intéressez à ce genre de choses. Un logiciel comme Cyril ou comme Deep Sky Stacker, je vais y arriver, se contente, entre guillemets, de fusionner avec l'algorithme qui va bien, évidemment, les 100 photos que vous avez prises, mais PixInsight ne fait pas ça. PixInsight analyse les 100 photos, et après les avoir analysées, choisit la meilleure, et la meilleure aura un très très léger pourcentage de plus de fusion que la moins bonne. Donc, il pondère la qualité de chaque pose. Et donc, ça vous donne probablement le truc en plus. Quoi. Mais moi, enfin... J'ai pas fait l'essai, en fait, de comparer les deux. Moi, j'ai testé Deep Sky Stacker et Cyril, et maintenant, parce que je sais un peu m'en servir, clairement, Cyril est mieux. Je ne vous dirai pas pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est mieux. Voilà. En plus, ça permet d'éliminer le gradient de pollution lumineuse, donc voilà. Et PixInsight, je ne sais même pas comment ça marche, donc c'est comme mon ami Frédéric Tapissier me traite mes photos, que lui l'utilise et il obtient des meilleurs résultats que moi, mais là il faut vraiment bien connaître. Moi, Photoshop, alors je finis toutes les images sous Photoshop, qui est carrément, enfin, très agréable pour ça. À quel endroit sur Terre vous rêveriez d'aller faire des photos? Pardon? À quel endroit sur Terre vous rêveriez d'aller faire des photos? Bah, j'ai passé des années dans le désert d'Atacama, donc les eaux m'a fait un cadeau absolument, un des plus beaux cadeaux qu'on ait fait dans mon existence il y a quelques années. Ils m'ont donné la clé, mais au sens littéral du terme, métaphoriquement et littéralement, ils m'ont donné la clé de la montagne Cerro Armazones, qui est un des 2 ou 3 meilleurs sites du monde, et sur lequel on installe actuellement le plus grand télescope du monde, le télescope de 40 mètres de l'ESO. Donc c'était il y a, je ne sais plus, il y a 5 ou 6 ans. On se connaissait bien, ils me faisaient confiance. Ils m'ont donné les clés, ils m'ont laissé aller tout seul sur la montagne. En bas de la montagne, donc c'est au milieu du désert d'Atacama, c'est à 3000 mètres d'altitude, c'est un souvenir sublime. Vous avez une barrière en bas, enfin il y avait une barrière en bas pour empêcher les gens de monter, donc hop, j'ai ouvert la barrière, donc là c'est le côté réel, et tout en haut de la piste, il n'y avait rien, il
il y avait une antenne de transmission, il y avait un mât météo, évidemment pour faire des études de la météo là-haut, et il y avait ce qu'on appelle un DIM, donc un télescope automatique, c'est un télescope d'amateur de 300 mm de diamètre, un CL114, qui en permanence pointe une étoile et mesure la turbulence en temps réel. Donc ils ont mesuré la montagne pendant, je ne sais plus, une quinzaine d'années, enfin c'est un travail de fou, et il n'y avait que ça. Et donc le sommet de la montagne était relativement petit, c'était, je ne sais pas, en surface, un demi-hectare, enfin à peine, et donc une montagne comme ça. Et il y avait juste un cabanon, un tout petit Adelco, et donc j'avais la clé de l'Adelco pour dormir à l'intérieur. Et j'ai passé comme ça 3 nuits absolument seul au sommet de cette montagne. Donc quand on a fait ça, ça... C'est grave. Oui, oui. Et c'est pour ça que je trouve que... Avant, je cherchais un peu les plus beaux ciels. J'ai eu la chance d'observer au Mauna Kea, partout. Enfin, à La Palma, j'ai vu le Gegenschein à l'œil nu, très très brillant, enfin des trucs... la Voie lactée au Chili, comme on ne peut même pas imaginer la voir. Et donc je courais un peu après les sites comme ça, les meilleurs du monde, particulièrement en Atacama. Et maintenant je m'en fiche en fait, je me rends compte qu'on peut faire de l'astronomie en plein Paris, quoi, ou ici, enfin je trouve ça aussi excitant en fait. Parce qu'on se bat avec d'autres soucis. Enlever la pollution lumineuse. Vous utilisez des filtres pour enlever la pollution lumineuse ou... Oui, là je viens juste de faire l'acquisition d'un filtre, je ne sais plus comment ça s'appelle, STC. J'ai trouvé ça sur un site qui est à Hong Kong. Hong Kong, je crois que c'est Hong Kong. Une boîte d'optique qui est là-bas et qui vend plein de matériel. Et j'ai vu ce filtre qui m'a coûté, je crois, 200 € à peu près. Donc c'est un filtre 24-36 qu'on met dans l'appareil photo. Et donc il a alors je ne sais plus à quoi ressemble la courbe, mais en gros, de la lumière artificielle. Et donc on voit bien quand on fait les images que c'est plus contrasté au niveau des nébuleuses. Ah oui. Il y a un vrai gain. Alors en ville, c'est évident, c'est de la magie. J'ai commencé à l'essayer ici pour voir si ça peut aider même sous un bon ciel. Et pour moi, il est évident que ça doit aussi marcher sous un bon ciel, mais par contre, ça oblige à des temps de pause beaucoup plus longs. Oui, parce qu'il y a un peu de perte quand même. Il y a un peu d'absorption. Pas seulement. Il y a de l'absorption, mais pas seulement. Il y a le fait aussi, alors je ne sais pas exactement pourquoi, parce que je ne suis pas assez opticien, mais je pense que le fait que c'est un filtre interférentiel oblige le faisceau à arriver vraiment relativement parallèle sur cette lame qui est épaisse, qui fait, je ne sais pas, 1 millimètre peut-être. Et du coup, quand je l'ai testé à pleine ouverture, on ne voyait rien, c'était intraitable. Et donc vous êtes obligé de fermer le diaphragme à 5,6, 6,3. Donc vous avez des images très très piquées, mais très très sombres. Là pour le coup, très très sombres. Mais les nébuleuses ressortent de manière spectaculaire. Donc c'est une des choses que je vais faire ici, à Maisonnay sur Tardoire, de tester avec et sans, et d'essayer d'avoir par exemple les nébuleuses de la constellation d'Orion avec beaucoup, pas celles du milieu évidemment, celles qui sont autour, avec énormément de contraste, enfin ce genre de choses. L'avenir des capteurs, on a parlé du passé, du présent, vous le voyez comment? Alors, on arrive à une... Moi qui ai connu l'astronomie argentique, c'est-à-dire les années 80, on était dans une pente perpétuellement ascendante, avec des sensibilités qui augmentaient tout le temps. Les films étaient de plus en plus sensibles, et ensuite les caméras étaient de plus en plus sensibles. Là, je pense qu'on va arriver bientôt à un seuil, enfin une limite plutôt. Chez les professionnels, les meilleures caméras, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est de l'ordre, elles ont un rendement quantique équivalent de peut-être 70%. Ça veut dire qu'elles attrapent 70 photons sur les 100 qui arrivent sur le capteur, c'est incroyable. Ou peut-être même 80%, je ne sais plus. Donc nos appareils, nous, évidemment, sont moins performants, mais je pense qu'on approche très grossièrement des 50%, 40%. Donc, le gain, il va être marginal de ce côté-là. Donc le gain, je le vois plus peut-être
le bruit, le bruit numérique qui sera amélioré, et puis la taille des capteurs peut-être. Là, le mien fait 36 millions de pixels, ça n'existait pas il y a 10 ans. Enfin, en astronomie, un capteur de cette taille, s'il devait y avoir un progrès, mais j'y crois pas trop, c'est avec l'optique adaptative en fait. Mais là c'est peut-être pas pour tout de suite. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on va plafonner. Moi, je crois ça. En fait, votre question, je crois que je sais répondre en réalité. Quand on regarde sur les forums d'astronomie d'amateurs, il y a les débutants ou les gens un peu touristes comme moi qui posent, comme tout le monde, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et qui font des photos comme ça et qui trouvent ça très bien et on est très heureux. Et puis il y a les champions, les très bons. Et en fait, pour être alors, je n'ai pas dit qu'ils le faisaient pour ça, mais disons pour atteindre l'excellence, pour le dire d'une manière différente, pour atteindre l'excellence, ces gens-là posent jusqu'à 100 heures. Et ça, pour moi, ça prouve qu'on a atteint un peu la limite de ce qui est possible. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à aller chercher des photons nulle part. Quoi. Parce que... Après, il y a différentes méthodes. Parce que les gens qui posent un très long temps de pause, nous avons cumulé avec du temps de pause classique, et d'autres qui sont peut-être moins longtemps de pause, mais qui vont utiliser des temps de pause ultra courts. Par contre, ils vont sortir 200 images et ils vont faire du traitement qui vont permettre d'obtenir des résolutions qui sont hallucinantes. Oui. Même avec des très petits télescopes. Oui. Mais pour répondre à monsieur, en termes de capteurs, le seul moyen, c'est d'agrandir la taille des télescopes. Donc, comme c'est en gros pas possible. Parce que quand pour obtenir une photo de nébuleuse, vous posez 100 heures pour avoir la meilleure, c'est qu'il y a un problème. Et c'est à ça que sont confrontés les professionnels. Moi, je m'intéresse beaucoup, évidemment, par mon métier, à l'astronomie professionnelle, et en fait, à toutes les époques, ça s'est passé de la même manière. C'est-à-dire que dans les années 1920-1930, les meilleurs astronomes du monde en Californie, au Mont Palomar, ils passaient 3-4 nuits au foyer du télescope pour avoir un temps de pause total de 24-36 heures. Et ça leur permettait de mesurer la constante de Hubble, par exemple. Donc c'était le nec plus ultra de l'époque. Et à un moment donné, c'était plus possible. Donc les astronomes ont inventé des télescopes plus petits, donc ils faisaient que 4 mètres de diamètre, beaucoup plus petits, mais ils ont mis au foyer de ces engins des caméras CCD. Donc d'un seul coup, ça a multiplié pratiquement par 100 la sensibilité des engins. Donc ils découvraient des choses en posant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On en est où aujourd'hui? C'est que le meilleur télescope actuel en cosmologie, c'est Hubble. Il pose jusqu'à, je ne sais plus, 1 million de secondes, je ne sais pas combien ça fait en heure, mais il y a 1 semaine de temps de pause. 1 semaine de temps de pause pour obtenir quelque chose. Et donc ça s'arrête. Hubble, ils poseront plus, ils ne vont pas augmenter, ils ne vont pas poser 1 mois. Parce que si vous vous rappelez de ma petite formule en racine carrée, poser 1 mois par rapport à 1 semaine, ça augmente juste par 2 la qualité de l'image. Et si vous voulez multiplier par 2 la qualité, c'est plus 1 mois, c'est 4 mois. Enfin, ça devient absurde. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les astronomes? Ils ont financé le successeur du télescope spatial, qui sera 4 fois plus lumineux, et puis dans d'autres longueurs d'onde. Parce que là, ils ont atteint une limite. Ils sont à la limite, et puis les autres, ils ont, plutôt qu'avoir des télescopes de 8 mètres, ils ont décidé de construire des télescopes de 40 mètres. C'est le seul moyen. Il faut plus de lumière. Oui, plus de lumière. Plus de lumière. C'est exactement ça. Licht, mehr Licht. Bon, merci.
Serge pour récupérer les images, et ceux qui le souhaitent peuvent en